Un second théorème de Goursa, f, une fonction définie sur un ouvert u de c à valeur dans c continue, holomorphe sur u privé de z0, z0 appartenant à u. Alors pour tout triangle t égale ABC tel que le triangle plein, que j'ai noté comme ça, soit inclus dans u, on a somme de f le long de t est égale à 0. La différence avec le premier théorème de Goursa, c'est que f est holomorphe sur l'ouvert u moins z0. Mais on ne dit pas que l'intérieur du triangle est inclus dans u moins z0. C'est-à-dire qu'on peut avoir z0 qui appartient à l'intérieur du triangle. Donc s'il n'appartient pas à l'intérieur du triangle, on applique le premier théorème de Goursa et on a le résultat. Deuxième cas, eh bien z0 est sur un sommet. Et puis après on verra le cas où z0 n'est pas sur un sommet. Donc là z0 est en A, donc on pose ça, donc on a les points Bn et Cn. Et on définit I comme étant cette somme-là. Là, je pourrais aller plus vite en séparant en trois triangles, enfin bon, tout fait comme ça. Et on remarque que I1 plus I2 plus I9, I1 plus I2 plus I9, j'ai déjà fait ça sur la première démonstration de Goursa, est égal à ça. I4 plus I5 plus I3 est égal à ça, je vous laisse vérifier, c'est évident. Et puis sinon, il y en a qui s'annulent ici, I2, I3 par exemple s'annulent. I5 et I6 s'annulent, et si bien qu'on se retrouve avec I1 plus I4. Alors I1 plus I4, c'est intéressant parce que ça fait de A à Bn et de Bn à B, donc ça fait de A à B. D'accord? Voilà. I7, c'est celui-là, et puis là, c'est pareil, I8 plus I9, ça fait A. Alors I8, c'est quoi? C'est C à Cn plus Cn à A, ça fait C à A. D'accord? Voilà. Et ça fait évidemment TABC. Donc en fait, j'ai ça. D'accord? J'ai ça. Et ces deux-là font 0 d'après la première partie, puisqu'on a un triangle BNBCN, enfin ces deux triangles-là. Bon, Z0 est à l'extérieur, donc ils font 0 tous les deux. Et donc, il reste ça. Alors pour celui-là, évidemment, il faut démontrer que c'est égal à 0. F est continu en A, donc il existe R positif tel que la boule AR soit inclus dans U et que pour Z appartenant à cette boule, on est F de Z moins F de A en module qui est inférieur ou égal à 1, donc F de Z qui est inférieur ou égal en module à, enfin module de F de Z inférieur ou égal à ça plus module de F de A, donc ça fera que ça va être inférieur ou égal à module de F de A plus 1 que j'appelle M. Bn moins A, c'est ça tend vers 0, ça aussi. Donc il existe n tel que n supérieur ou égal à n, implique que Bn et Cn appartiennent à la boule, puisqu'ils se rapprochent tous les deux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Bn tend vers A et que Cn tend vers A. Donc voilà, on peut mettre Bn, Cn dans cette boule. Et donc on va avoir, du coup, on va avoir tout ce triangle-là, pour n assez grand, qui va être dans la boule. Et donc, ensuite, on applique ça, d'accord, sub de f dans le triangle. Donc ça, la longueur de ce triangle, c'est à l'aise, parce que ça fait aussi 1 sur n de c moins b. Donc c'est la longueur de t, c'est-à-dire du triangle ABC, divisé par n, multiplié par, ça, le sub de f, ici, on a vu que f de z dans la boule était toujours inférieur ou égal à m. Donc comme le triangle en fait partie, et dedans la boule, eh bien fois m. Et ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ce truc-là tend vers 0, et donc ça qui ne dépend pas de n va être égal à 0. Voilà. Troisième cas, si z0 est en b, somme de, c'est évident en décomposant en somme de a à b plus b à c plus c à a, on trouve très facilement que ça fait ça. Et donc là on se ramène au deuxième cas et ça fait 0. Idem si z0 égale c. Et il y a le dernier cas où là z0 est dans le triangle plein sans être un sommet. Alors on prend les mêmes formules sauf que c'est pas avec des BNCN quoi. Bon, je vais très vite. On écrit ça, plus ça. Et puis on l'écrit de deux façons. Alors on a I2 qui est égal à moins I6. I3 égale moins I9, I5 égale moins I6. Donc en fait, I, il est égal à ça, c'est-à-dire au triangle, à la somme de F le long du triangle ABC. Mais là, il est aussi égal
au triangle, la somme de f le long du triangle ABZ0, plus le long du triangle BCZ0, plus le long du triangle Z0, C1. Et ces trois-là, ils font 0 grâce à, à tout ce qu'on a vu avant. Z0 est un sommet, quoi, en fait. Hein. Donc c'est les cas 2 et 3. Hein. Là, Z0 est en A, si vous voulez. Enfin bref, c'est tout ce qu'on a vu avant. Voilà. Donc ça, c'est égal à 0. Et du coup, comme c'est égal à ça, hein, puisque i pouvait s'écrire comme ça, qui faisait ça, j'obtiens que somme de f le long du triangle ABC est égal à 0. Donc ça y est, j'ai épuisé tous les cas possibles. Conséquence, si U est un ouvert étoilé par rapport à U, gamma un lacet différentiel par morceau, Z0 appartenant à U, f une fonction de U vers C continue sur U, holomorphe sur U moins Z0, alors la somme de f le long de gamma est égale à 0. Démonstration. Alors on va prendre un triangle ABC qui s'appuie sur U, dont un sommet donc étant U. Si Z appartient au triangle plein T-verse, il est à l'intérieur du triangle. Comme l'ouvert est étoilé par rapport à U, on est sûr que UZ est dans U. Et ça, quel que soit Z appartenant au triangle, donc ça veut dire que l'intérieur du triangle est dans U. F est continu en U, sur U. F est holomorphe sur U privé de 0, donc Z0, donc on peut appliquer le Goursa 2, et qui nous dit que somme de F le long de T est égale à 0. U est étoilé par rapport à U. F est continu sur U et somme de F le long de T est égale à 0, quel que soit un chemin triangulaire T de sommet U. Donc là, on va appliquer Goursa 1 qui nous dit que f admet une primitive grand F sur U. Et donc ça implique que somme de f le long de gamma est égale à 0. Ceci, quel que soit le lacet gamma différentiel par morceau, d'où le résultat. Formule de Cauchy, une des formules de Cauchy. U est un ouvert étoilé par rapport à U. Gamma, un lacet différentiel par morceau. Z0 appartenant à U moins gamma de I. Et f holomorphe sur U. Alors f Z0 multiplié par l'indice de Z0 par rapport à gamma est égal à 1 sur 2i somme de f de Z sur Z moins Z0 le long de gamma des Z. Démonstration. G, la fonction qui a Z appartenant à U donne ça si Z est différent de Z0, f' de Z0 si Z est égal à Z0. Donc continue sur U moins Z0 parce que f est continu sur Z moins Z0. F est continu en fait sur U, je veux dire. Et puis en Z0, comme la limite de ça quand Z tend vers Z0, ça fait f' de Z0 parce que f est holomorphe, donc dérivable en Z0, on est sûr que G est continu sur U. Et G est évidemment holomorphe sur U privé de Z0, puisque f est holomorphe. Donc la remarque précédente implique que somme de G le long de gamma est égale à 0, donc on a ça. Seulement on peut remarquer que Z0 appartient à U privé de gamma I. Donc G de Z va être égal à f de Z moins f de Z0 sur Z moins Z0 sur l'image de gamma, en fait. Puisque gamma de T va jamais être égal à Z0. Voilà, tout simplement parce que Z0 n'appartient pas à l'image de gamma. Donc on va avoir 1 sur 2i somme de f de Z, on peut séparer en deux. Voilà, est égal à ça. D'ailleurs, j'ai dit que somme de f sur z moins z0 égale somme de f de z0 sur z moins z0 et j'ai divisé par 2i. Ok. Et donc là, je vois, en sortant fz0 de celle-là, j'obtiens fz0 indice z0 gamma. Voilà, d'où le résultat. Cas particulier, c'est quand U est un ouvert de C, f est holomorphe sur U, Z0 appartient à U, et donc on sait qu'il va exister une boule ouverte qui est inclue dans U. Donc centré en Z0, j'en prends une, donc c'est possible parce que U est ouvert, et je prends R entre 0 et grand R. B, la boule de centre Z0 et de rayon R est un ouvert étoilé par rapport à Z0, et donc si je prends ce chemin-là, qui est un lacet différenciable,
Z0 appartient à cette boule privée de gamma de I. Donc je peux appliquer Cauchy. Et donc je calcule d'abord l'indice. Alors je crois que je l'ai déjà fait, hein, ça, je vous laisse vérifier. Il faut dériver, donc ça fait ça. Et puis le Z0 plus R exponentielle Iθ moins Z0, ben, il fait ça. Donc les R s'en vont, les exponentielles Iθ s'en vont, les I aussi. Il reste 1 sur 2π, somme de 0 à 2π de dθ. Et donc ça fait 2π sur 2π égale 1. Donc là ça me fait 1, donc ça fait f0 est égal à 1 sur 2ip, somme de 0 à 2π de f de z0 plus r exponentielle Iθ, pardon, là il y a une belle erreur, sur r exponentielle Iθ, et il faut dériver gamma, donc ça fait ir exponentielle Iθ dθ. Les r s'en vont, les i s'en vont, il reste donc 1 sur 2π, somme de 0 à 2π, et les exponentielles Iθ s'en vont, f de z0 plus r exponentielle Iθ dθ. Voilà. Une autre remarque très importante, conséquence de la formule de Cauchy, j'ai toujours f holomorphe, et j'ai cette boule qui est inclue dans U, donc elle est étoilée, et j'ai tout ça. D'accord, et ce chemin. Donc je peux appliquer la formule de Cauchy parce que la boule est étoilée. Et donc je me retrouve, et cette fois-ci je vais appliquer en Z. Je vais pas l'appliquer en Z. F de Z, indice de Z par rapport à gamma, est égal à 1 sur 2ip, somme de F de U sur U moins Z du. Alors le U, il décrit gamma de I. D'accord, le gamma qui est là. Indice de Z gamma est égal donc à 1 sur gamma, enfin, intégrale le long gamma de 1 sur U moins Z du. Il faut bien voir que Z0 et Z, ils sont dans la même boule, d'accord, dans cette boule qui est convexe, d'accord, donc connexe. Donc Z et Z0, ils ont la même composante connexe dans U. Donc ça veut dire que l'indice de Z par rapport à gamma est égal à l'indice de Z0 par rapport à gamma. Celui-là, on l'a calculé. Ça fait 1, déjà vu. Donc je vais avoir f de z égale, et là je peux remplacer u par z0 plus r exponentielle Iθ. D'accord? Donc ici c'est la dérivée de gamma, c'est la dérivée gamma prime, ri exponentielle Iθ. Il y a z0 plus r exponentielle Iθ moins z. D'accord? Il y a i qui s'en va, et donc ça fait f de z égale 1 sur 2π, somme de 0 à 2π, de f de z0 plus r exponentielle Iθ sur z0 plus r exponentielle Iθ moins z, r exponentielle Iθ dθ. Et bien, cette formule va nous permettre de démontrer que les fonctions holomorphes sont analytiques. Soit f une fonction de c vers c développable en série entière au voisinage de z0. Alors, an est donné par cette formule, quel que soit r appartenant à 0R. Et quel que soit n appartenant à n. Démonstration, on a ça, et donc on écrit ça. Ce qui fait somme des uk de θ, où uk est la fonction qui a θ associée à k, r puissance k exponentielle i, k moins n θ. Continue. Pour k différent de n, on intègre uk, c'est évident que c'est égal à 0, et pour k égale n, c'est évident que ça fait 2π an Rn, si bien que la série là, elle est convergente égale à ça. Soit G, cette fonction, donc, elle est continue, uk de θ en module est égal au module de RK, c'est évident, hein. Et on sait que ça, quand ça converge, ça converge. Donc pour R inférieur à grand R, ça converge. Donc la série somme des uk de θ est normalement convergente. Donc sa somme Gθ, qui est continue, mais ça, on le savait déjà. La convergence est normale, donc ça converge, on le savait aussi. Et ça, c'est intégral, on le savait aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. On peut changer l'ordre intégral et somme. Et donc ça va me donner que l'intégrale de la somme des uk, c'est-à-dire ça, est égale à la somme des intégrales, c'est-à-dire ça. Puis ensuite, on a tout de suite an qui est égal à ça.
Et tout ça, ça va servir à démontrer le théorème très important qui suit. Si f est défini sur un univers u de c vers c et qu'elle est holomorphe, alors elle est analytique. Donc en fait, fonction holomorphe, fonction analytique, c'est la même chose. Donc elle va être c infini. Ce qu'on va démontrer, c'est que si c de 0 appartient à u, ben R0 égale ça, bon, ça existe forcément parce que U est ouvert, hein, et bien dès que module de Z moins Z0 est inférieur à R, on a f de Z qui est égal à ça. Et si on prend R entre 0 et R0, les coefficients c'est AN égale 1 sur 2pi Rn, ouais, c'est donné par cette formule. Alors dans cette formule il y a petit r, mais en réalité, comme c'est une série entière, les coefficients sont f énième de Z0 sur factoriel n, donc indépendant de R. Démonstration, R0 existe parce que U est ouvert, je l'ai dit. F est holomorphe sur U, et donc on sait, c'est la conséquence de Cauchy que j'ai expliqué tout à l'heure, que f de z va être égal à ça, à l'intégrale de ça, d'accord, entre 0, 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi de ça, et ça peut s'écrire comme ça, et évidemment c'est continu, hein, puisque f est continu. G de θ est donc égal à ça, parce que ça c'est le module inférieur à 1, vu que z moins z0 en module est inférieur à r. Donc, parce que j'ai choisi z appartenant à la boule, je ne sais pas si je l'ai écrit quelque part ça, mais z il appartient à la boule de centre z0 et de rayon. Voilà. Donc, gθ va être égal à la somme des unθ, où unθ est égal à ça, qui est continu sur 0 de pi. F est continu sur le compact de la boule fermée, qui est inclus dans cette boule ouverte. Donc, F va être borné sur le compact, et donc on aura pour z moins z0 en module inférieur ou égal à R, et de z inférieur ou égal à M, positif. Unθ, du coup, module de unθ va être inférieur ou égal à M, module de ça à la puissance n. Et comme cette série-là est convergente parce que module de z moins z0 sur R est inférieur à 1, on en déduit que celle-là est normalement convergente. Et les UN sont continus, donc ça va être continu, mais on le savait déjà. La convergence est normale, donc ça c'est convergent, et on peut changer l'ordre des symboles. Alors la somme de 0 à 2pi des UN dθ est égale, alors il suffit de prendre UN de θ, hein. Quand j'intègre ça par rapport à θ, je peux sortir de l'intégrale le z moins z0, et puis le r, donc ça me fait ça, il reste ça sous l'intégrale. Donc f de z qui était égal à 1 sur 2pi, somme de 0 à 2pi de gθ dθ, va donc être égal à la somme de 0 à 2pi de 1 sur 2pi, somme de 0 à 2pi des unθ dθ, c'est-à-dire somme des an r z moins z0 à la puissance n, pour dire que ça dépend de r, ça. Pour z moins z0 inférieur à r en module, an de r étant égal à 1 sur 2pi rn, hein, ça va être multiplié ensuite par ça, donc on retrouve bien ça, et puis là on a ce coefficient, d'accord? Quel que soit r inférieur à r0, quel que soit z0 appartenant à u, ça veut bien dire que f est analytique sur u, donc c'est infini, et de plus, ANR est égal à f énième de z0 sur factoriel n, donc là c'est indépendant de r. Ça prouve que malgré cette formule où il y a r, AN est indépendant de r. On sait maintenant que les fonctions holomorphes sur un ouvert U sont analytiques, donc de classe C infinie. Donc, on sait que si f est dérivable sur U, eh bien ça implique que f est C infini. Ce résultat, évidemment, est faux sur R. Je prends cette fonction-là, tac, une branche d'hyperbole, continue, dérivable sur R+, R-. La limite en 0, c'est 0, ça fait f de 0, donc elle est continue sur R. Pour la dérivée, bah, c'est pareil, limite égale 0, elle est dérivable, donc elle est holomorphe. Et par contre, si je prends la dérivée seconde, là elle est égale à gauche de 0 à 0, et à droite, elle est égale à 2. Donc je vois bien que f seconde de 0 n'existe pas. Donc elle n'est pas de classe C infinie. Donc voilà, ça contredit ce qu'on a une fonction dérivable sur R, mais qui n'est pas de classe C infinie. Les fonctions holomorphes ont-elles toujours des primitives? Localement, la réponse est oui. Globalement, non.
Pourquoi est-ce que localement elles en ont? Parce qu'elles sont analytiques, donc des locales en série entière. D'accord? Et donc, on sait qu'on peut intégrer terme à terme, et on obtient comme ça une primitive de f. Mais la primitive dépend a priori de z0. Si r0, oui, par contre, est égal à plus infini, alors là, oui, effectivement, ça marche. On a une primitive sur c. Sinon, c'est peu probable. Exemple, je prends la fonction 1 sur z, définie sur l'ouvert c moins 0, avec le morphe, évidemment, puisque sa dérivée, c'est moins 1 sur z2, soit z0, h égale z moins z0, on considère f de z égale 1 sur z0 plus h, que je peux écrire en mettant z0 en facteur comme ça, et donc ça me fait ça. C'est-à-dire ça pour ça inférieur à 1, c'est-à-dire que c'est une série c'est-à-dire pour h, module de h inférieur à z0. Donc c'est défini en fait sur la boucle de centre z0 et de rayon module de z0. Pas de problème puisque z0 est différent de 0, que j'appelle b0. Sur b0, les primitives vont être comme ça. J'intègre terme à terme. D'accord? Si z0 est égal à 1, eh bien la primitive, je refais la même chose. Non, je ne veux pas que je refais la même chose, je remplace 0 par 1. D'accord? Et donc ça fait ça sur, la boucle devient 1, 1. Ok? Et par contre, si c'est le moins 1, ça devient z plus 1 ici. Puis avec moins 1 à la puissance k, il va rester un moins. Ok? Et un k. Mais là, ça va être sur la boule de moins 1, 1. Donc je vais représenter ces deux boules. Ces deux boules ouvertes, donc d'intersection vide. Et si je prends f et f1, eh bien, elles n'ont pas le même ensemble de définitions. Donc, elles ne sont pas égales. D'accord? Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas une primitive, pour la fonction 1 sur z dans C privé de 0. Puisque là, la primitive ici, elle n'est pas définie comme ici. Elle n'est pas sur le même domaine de définition. Un autre argument beaucoup plus simple, c'est que si on prend ce lacet, là, et qu'on calcule la somme de dz sur z le long de gamma, eh bien, on va trouver que c'est égal à 2i alors que s'il y avait une primitive, ça ferait 0. Donc ça prouve bien que 1 sur z n'a pas de primitive. Quel est le défaut de la fonction 1 sur z, qui est pourtant holomorphe sur C étoile, pour ne pas avoir de primitive? Son principal défaut, c'est que C étoile n'est pas étoilée. En effet, si je prends deux points diamétralement opposés, enfin l'un dans une demi-droite d'origine 0 et puis l'autre dans l'autre demi-droite, eh bien, il est évident que je ne peux pas rejoindre ces deux points sans passer par là. Alors comment remédier à ça? On peut retirer de C étoile une demi-droite D'. Alors je prends une droite qui passe par l'origine, je retire cette demi-droite, d'accord, de C. Donc je vais avoir U égale C moins D'. Alors c'est un ouvert ça, parce que les droites sont défermées et les demi-droites sont défermées aussi, c'est facile à démontrer. Et ça va être étoilé par rapport à un point quelconque que je prends sur la demi-droite OX. Donc je prends un point A ici, alors la demi-droite OX, évidemment, elle est dans cet ouvert U. Et pourquoi est-ce que c'est étoilé? Si je prends M sur cette demi-droite, il est évident que le segment AM est inclus dans D, parce que alors D, c'est la demi-droite que j'ai appelée OX. C'est celle-là. Parce que, tout simplement, cette demi-droite est convexe. Et puis si M n'appartient pas à D, comme ici, eh bien, comme M est dans U, donc il n'appartient pas au Y, il n'appartient pas du tout à la droite. D'accord? Donc ça veut dire que la droite AM et puis cette droite-là sont séquentes en A. Elles sont séquentes en A, donc le segment AM, lui, il est parfaitement dans l'ouvert U. Voilà. Et donc ça implique que U est donc étoilé par rapport à A. Donc F qui est holomorphe sur U, faut bien comprendre ce que c'est que U. Je ne prends pas ça, mais je fais le tour. D'accord? Sauf ça. Eh bien, va admettre une primitive, ça c'est le théorème de Cauchy. Voilà, alors pour la détermination principale du logarithme, ce qu'on retire, c'est R et tout. C'est R moins.
C'est l'ensemble des nombres réels négatifs. J'ai mis là les principaux résultats qu'on a démontrés. Alors, il en manque, hein. Par exemple, je n'ai pas mis les théorèmes de Goursat. Donc, ça concerne les fonctions holomorphes. Il faut bien faire attention aux conditions de l'énoncé, si l'ouvert est connexe ou pas connexe. Voilà. Donc, vous trouverez à peu près tous les résultats les plus importants. Et je finis par... il y a beaucoup de résultats qui portent sur l'intégrale le long d'un chemin, bien sûr. Sur les conditions pour avoir une primitive d'une fonction. Et puis je termine par l'indice. Et puis le résultat ici. Très important, soit f une fonction définie sur cette boule, holomorphe, donc développable en série entière sur une boule, mais d'un rayon plus petit. Mais il se peut que la série soit pas facile à déterminer et que R aussi soit difficile à trouver. Supposons qu'on est dans le cas, soit dans le cas où la restriction à l'intervalle moins R soit développable en série entière. On a réussi par des moyens de l'analyse réelle à prouver, pas forcément en trouvant les coefficients, mais à prouver au moins qu'elle est développable sur cet intervalle-là. D'accord? Alors, eh bien, on peut dire que la fonction z donne f de z est développable en série entière sur cet intervalle-là. Autrement dit, qu'on peut prendre petit r égale grand R. Et évidemment, on va avoir ça sur cette boule. Autrement dit, la connaissance de la série réelle a permis celle de la série complexe. Démonstration, elle utilise des connaissances sur les fonctions holomorphes ou analytiques, c'est pareil. Cette série est convergente, donc le rayon de convergence R' de la série complexe est supérieur ou égal à valeur absolue de x, quel que soit x tel que valeur absolue de x est inférieure à R, donc R' est supérieur ou égal à R. Soit S, la somme sur ça, c'est une fonction holomorphe, et donc on va avoir ça, quel que soit K appartenant à N. Skm de 0 est donc toujours égal à Fkm de 0, quel que soit K appartenant à N, et on sait que F et S sont holomorphes sur ça, qui est un ouvert convexe, donc connexe. Donc S est égal à F sur cet ouvert. Donc F est développable en série complexe sur B0R, et évidemment on va avoir ça. Par exemple, voir la leçon sur les fonctions hyperboliques, on montre que TH et tangente sont développables en série entière là-dessus, et comme ce sont des fonctions holomorphes là-dessus, on en déduit qu'elles sont développables en série entière là-dessus. Soit f une fonction d'un ouvert U de C vers C holomorphe. Si Z0 appartient à U, on a vu que pour R égale le sup des R positifs tels que B de Z0R, la boule ouverte, soit inclus dans U, et pour tout R strictement positif inférieur à R, on a ça qui implique donc le développement en série entière, où AN est égal à 1 sur 2 pi R puissance n, multiplié par cette intégrale, et évidemment égal à la dérivée énième de f en z0 divisé par factoriel n. Dans le cas n égale à 0, ça va donner quoi? Si ça donne 1, ici ça donne f de z0, et puis ça fait 1. Donc f de z0 est égal à ça, parce que ça fait 1 aussi. On retrouve la formule de Cauchy. Théorème de Liouville. Maintenant, si f est une fonction holomorphe et bornée, donc sur C, alors f est constante. Démonstration, on est dans le cas R égale plus l'infini, f est bornée, il existe donc m tel que l'on est ça, et donc on va avoir ça aussi. Donc, on va prendre cette formule, module de n va être inférieur ou égal à 1 sur 2 pi R puissance n, intégrale du module qu'on a majoré par m. D'accord? Donc je vous laisse vérifier. Et donc on obtient que c'est inférieur ou égal à m sur R puissance n. Et on a le droit de faire tendre R vers plus infini, puisque le rayon grand R, lui, est égal à plus infini. Donc je fais tendre R vers plus infini. Et j'obtiens que n est égal à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc f de z est égal à 0, qui est constant. Théorème d'Alembert. Alors j'ai peut-être oublié de le lire, mais le Liouville, c'est un mathématicien français du
19e siècle, un grand mathématicien. Hein. Alors la formule est peut-être due à Cauchy en fait, hein, le résultat. Bon, il a beaucoup travaillé sur l'analyse, sur même en physique, et puis aussi sur la théorie des nombres. Théorème de D'Alembert, on ne présente plus D'Alembert. Tout polynôme, on en a parlé plusieurs fois, P appartenant à C de x de degré supérieur ou égal à 1 admet une racine. À partir de ce résultat, on démontre qu'en fait un polynôme de degré n supérieur ou égal à 1 est factorisable en produit de n facteurs du premier degré. Mais ça, on ne va pas le faire ici, on l'a déjà fait dans un chapitre sur les nombres complexes. Démonstration, supposons que P de z soit différent de 0 quel que soit z, on prend alors cette fonction, f égale 1 sur P, P de z est égal à ça, on peut le factoriser, a n est différent de 0, ben, ces termes-là tendent vers 0. En effet, pour k inférieur à n, n moins k est supérieur ou égal à 1, la limite de module de z, alors un module de z c'est un nombre réel, d'accord, à la puissance n moins k, quand module de z tend vers plus l'infini, bah, n moins k il est fixé, c'est évidemment plus l'infini, d'accord. Donc la limite de ak, on peut prendre le module si on veut d'abord, hein, est égal à 0, module de ak divisé par module de z à la puissance n moins k, et donc ça veut dire que la limite de ça est égale à 0. Donc la limite de la parenthèse, ça va être à n, et la limite du module de la parenthèse, ça va être module de an, qui est strictement positif. Et la limite du module de zn, z puissance n, quand module de z tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de, je reprends cette formule, du module de p de z, quand module de z tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, puisque ça fait plus l'infini fois module de n qui est positif. Donc la limite de f de z, bah lui f c'est 1 sur, donc 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, la limite de module de f de z, quand module de z tend vers plus l'infini est égal à 0, donc il existe R positif tel que dès que z est supérieur, on pourrait mettre supérieur ou égal à R hein, si on veut, on obtient ça, d'accord. Mais f est continu sur ce compact, donc module de z inférieur ou égal à R implique que module de f de z est inférieur ou égal à un certain m positif. Donc f de z, module de f de z est inférieur ou égal au sub de 1 et de m, je peux dire carrément il est inférieur ou égal à m plus 1, quel que soit z appartenant à c. Donc ça veut dire que f est borné, d'accord. Alors f est dérivable, lui, parce que p est dérivable, donc f est holomorphe, puisque f c'est l'inverse de 1 sur p, et que p ne s'annule pas. Et borné, donc holomorphe et borné, donc d'après le théorème de Liouville, constant. Donc ça veut dire que le degré de p est égal à 0, c'est du constant, ce qui est impossible. Donc finalement on a mal supposé, donc il existe z appartenant à c, tel que p de z est égal à 0, donc ça veut dire que p admet une racine. Maximum local, donc une propriété très importante, si U est un ouvert de C et que F est holomorphe sur U, alors si le module de F admet un maximum local en Z0 appartenant à U, F est constante sur un voisinage de U. Si de plus U est connexe et si F a un maximum local en Z0 appartenant à U, alors F est constante sur U. Démonstration, U est ouvert, donc on peut trouver une boule centré en 0 incluant U, et comme il a un maximum local, on peut trouver une boule telle que sur cette boule, module de f de z soit inférieur ou égal à module de f de z0. Si f de z0 est égal à 0, ça nous fait que ce module-là est égal à 0, donc f de z est égal à 0, quel que soit z appartenant à bz0z, donc il est constant sur un voisinage. Sinon, eh bien on prend R entre 0 et grand R, on sait qu'on a ça, et donc ça nous fait ça, où G est cette fonction-là qui est continue, qu'on peut écrire U plus IV, où U est la partie réelle et V la partie imaginaire. Toutes les deux continuent. Donc on va avoir ça, et comme ça fait 1, ça veut dire que l'intégrale en V est nulle, et que l'autre est égal à 1. Et on remarque que 1, c'est 1 sur 2pi, somme de 0 à 2pi de dθ, et donc ça nous fait ça. Donc, module de gθ est inférieur ou égal à 1, puisque gθ, c'est ce truc-là.
son module, ça en module c'est plus petit que ça, tout simplement parce que le module est égal à R et que R est inférieur à grand R. Donc, on a ça qui implique ça, qui implique que Uθ est inférieur en valeur absolue à 1, et donc que Uθ est inférieur ou égal à 1. Donc 1 moins U est positif, continu, et son intégrale entre 0 et 2π est nulle. Donc elle est nulle. Donc U est égal à 1, et donc ici je peux remplacer U par 1, et j'obtiens que 1 plus V carré de θ est inférieur ou égal à 1, donc V est nul. Donc G est égal à U, c'est-à-dire à 1. Et donc on a f de z0 plus r exponentielle θ, qui est égal à f de z0, quel que soit θ et quel que soit r, comme ça. Donc f de z est égal à f de z0 sur cette boule-là. Donc f est constante, là aussi, sur un voisinage de z0. Donc dans les deux cas. U connexe, eh bien je prends cette fonction-là, qui est holomorphe sur U, nul sur ça, donc c'est pas un zéro isolé de h, mais U est connexe, h est holomorphe, donc h égale 0. Donc f de z est égal à f de z0, quel que soit z appartenant à U, d'où le résultat. Conséquence, si f est holomorphe sur un domaine U, donc domaine ça veut dire ouvert et connexe, et si f n'est pas constant, c'est que f n'a pas de maximum local. Si U est un ouvert connexe borné de C, et que f est une application de l'adhérence de U vers C continue sur l'adhérence holomorphe sur U, alors module de f atteint son maximum sur le bord de U. De plus, si ce maximum est atteint sur U, alors f est constante sur l'adhérence. Démonstration, le bord est égal à ça, donc il est non vide parce que sinon U serait à la fois ouvert et fermé dans C qui est connexe, donc U serait égal à C, ce qui est faux parce que U est borné. U est borné donc dans cette boule, donc l'adhérence dans celle-là, l'adhérence de la boule c'est elle-même, et donc on voit que l'adhérence est fermée et bornée, donc compacte, donc le max existe bien sur l'adhérence. Il est égal à M et il prend sa valeur en Z0 appartenant à l'adhérence. Si Z0 appartient au bord, c'est fini, c'est ce qu'on veut démontrer, sinon Z0 appartient à M. Mais dans ce cas-là, module de f va avoir un maximum local en Z0. Donc on sait, parce qu'on a vu avant, que comme U est connexe, f est constante sur U. Donc constante sur l'adhérence, parce que si je prends un point de l'adhérence, il existe une suite de U qui converge vers Z, et comme les f de Zn sont tous les mêmes égaux à f de Z0, f de Z va être égal à f de Z0. Donc dans les deux cas, on a, à ce moment-là, on se retrouve avec f constante sur l'adhérence, et donc forcément, module de f va atteindre aussi son maximum sur le bord, puisque sur le bord, on aura aussi f de z est égal à f de z0. Donc on a bien ça dans les deux cas, et c'est ce qu'on voulait démontrer, que module de f atteint toujours son maximum sur le bord de U. Théorème de Morera, f défini sur un ouvert U de C à valeur dans C continue tel que pour tout triangle T ABC vérifiant l'intérieur du triangle, côté compris, est inclus dans U, triangle plein inclus dans U, eh bien on suppose donc qu'à chaque fois qu'on a ces triangles-là, la somme de f le long de T est égale à 0, alors f est holomorphe. Démonstration. Z0 appartenant à U, on peut trouver, comme il est ouvert, on a une boule. Pour tout triangle ABC plein inclus dans cette boule, on a ça. D'accord? Donc, comme il est convexe et donc étoilé, on sait, c'est un autre théorème qu'on peut appeler de Morera, qu'il admet une primitive sur BZ0R0. On a donc cette primitive F0 qui est définie, qui est dérivable, donc qui est holomorphe sur cette boule. Et donc, sa dérivée f, en fait, elle est classée infinie, ce qui veut dire que f va être dérivable en z0, quel que soit z0. Donc, elle est holomorphe. Convergence uniforme, on a un ouvert U de C, Fn, une suite de fonctions holomorphes sur U convergeant uniformément sur tout compact K inclus dans U vers une fonction f de U vers C, alors f est holomorphe sur U. Démonstration, on prend z0 appartenant à U, une boule comme ça, puis on divise par 2 pour avoir la boule fermée qui est inclue dans U, et elle est compacte, donc on est sûr que Fn converge uniformément vers F sur
sur, pas cette boule, mais sur BF70 R0. Voilà. Notons qu'alors, Fn de 0 contenant simplement vers F de Z0, donc ça assure la l'unicité de F, qui ne change pas en fonction des boules. Elle est définie en tout Z0U comme étant la limite simple de Fn0. Les Fn, les fonctions Fn sont holomorphes, donc continues. Et on a la convergence uniforme, donc on sait que F va être continu sur cette boule fermée, quel que soit Z0. Donc F est continu sur U. Soit T, un triangle plein inclus dans la boule fermée, comme on a ça et que F est holomorphe, on sait que la somme le long de gamma, somme de Fn le long de gamma est égale à 0, et donc on a ça, d'accord? T étant, T c'est un triangle, c'est un lacet différentiable par morceau. On a la convergence uniforme, qui nous assure ça, d'accord? Mais gamma T, lui, il appartient à BF, quel que soit T. Donc on va avoir ça. Et puis gamma prime de t, il est continu par morceau, donc borné, et donc on a ça. Donc si epsilon positif, en prenant epsilon prime égale epsilon sur m, on a alors dès que n supérieur ou égal à n, ça qui est inférieur à ça fois m, c'est-à-dire à epsilon prime m égale epsilon, quel que soit t appartenant à uv. Donc on a la convergence uniforme de fn rond gamma fois gamma prime vers f rond gamma fois gamma prime. Donc on a bien ça. On passe à l'intégrale, c'est des convergences uniformes, pas de problème. Donc, somme de f le long de gamma égale 0, quel que soit le triangle plein qui est inclus dans la boule fermée. Donc, somme de f le long de gamma égale 0, quel que soit ça, quel que soit le triangle plein inclus dans l'ouvert BZ0R. Et donc, d'après le théorème de Morera, comme f est continu, ça assure que f est holomorphe sur cette boule Z0R0, quel que soit Z0 appartenant à U, et donc f dérivable en Z0, quel que soit Z0 appartenant à U, et donc f est holomorphe. On voit un lemme qui va nous servir à démontrer une propriété après. U ouvert de C distinct du vide et de C. K un compact non vide inclus dans U, F égale U moins K. Alors, la distance entre F et K est différente de 0, c'est-à-dire qu'elle est positive. Et si R est positif, l'ensemble E des Z appartenant à U vérifiant distance entre Z et K inférieure ou égale à R est compact. Démonstration, F est non vide, sinon on aurait U égale K, puisque là, F est égal à U moins K. Donc on aurait U égale K, donc U serait à la... Alors, K, il est fermé, parce qu'il est compact, donc U serait ouvert et compact de C qui est connexe, donc il serait égal à vide ou C, ce qui est faux par hypothèse. Donc c'est un fermé non vide. K est compact, donc fermé, soit D la distance entre K et F, et on sait que ça existe et que c'est positif, c'est l'inf des... c'est ça, voilà. Supposons que D soit égal à 0. Donc, quel que soit N appartenant à une étoile, il existera N appartenant à K, Bn appartenant à F, vérifiant ça. K est compact, donc on peut extraire de N une sous-suite qui converge vers A appartenant à K, et on a ça, quel que soit K appartenant à N. Donc l'inégalité triangulaire va nous donner ça, ça tend vers 0, et ça tend aussi vers 0. Donc on a ça qui tend vers 0. Et donc BNK tend vers A. Mais les BNK appartiennent à F qui est fermé. Donc leur limite appartient à F. Donc A va appartenir à F. Mais A appartenait déjà à K. Donc ça appartient, A appartient à K inter F. Ce qui n'est pas possible parce que K inter F est égal à vide. Donc c'est faux. Donc D est strictement positif. Et donc on a le résultat. Alors E, l'ensemble E, il est inclus dans U. Il est non vide parce que K est inclus dans E. Parce que dès que Z appartient à K, cette distance est égale à 0, inférieure ou égale à R. D'accord? K est compact et borné. Donc borné. Donc il va être inclus dans une boule B0R, soit Z' appartenant à E. DZ'K est inférieur ou égal à R. K est compact. Donc il existe Z appartenant à K tel que DZ'Z, en fait, tel que DZ'Z égale DZ'K. C'est-à-dire, c'est ça. Tel que DZ'Z, mais j'ai pas le bleu feutre, donc tel que DZ'Z est égal à
z'(k), et donc ça va être inférieur ou égal à petit r. Voilà. Module de z' est inférieur ou égal à module de z' moins z plus module de z va donc être inférieur ou égal à r plus r. Hein, car z appartenant à k implique que module de z est inférieur à r, ça vient de là. Donc E est inclus dans cette boule fermée, et donc E est borné. De plus, l'application U qui est à z appartenant à U associe la distance de z à k est continue, et on remarque que E c'est U moins 1 de 0R, qui est fermé, et donc U est continu, et donc le résultat c'est que E est fermé. Et donc E est un fermé borné de C, donc il est compact. U est un ouvert de C, Fn une suite de fonctions holomorphes sur U convergeant uniformément sur tout compact de U. On a vu que la limite des Fn que j'appelle F est holomorphe. On va voir maintenant que les dérivées km des Fn convergent uniformément vers la dérivée km de F. Qui existe, hein, parce qu'on sait que F est holomorphe, mais Fn aussi d'ailleurs, et donc les dérivées km existent. Sur tout compact inclus dans U. Démonstration, si U est différent de C, soit K un compact non vide inclus dans U. Alors ça, c'est en fait pour toute la démonstration. F est égal à C moins U, qui est différent du vide. On a vu que dkf est égal à D strictement positif. On prend R égale D sur 2. Alors, quel que soit Z appartenant à K, la boule fermée de centre Z et de rayon R est inclus dans U. Sinon, il existerait Z' appartenant à cette boule, Z' n'appartenant pas à U, et donc Z' appartenant à F. Et à ce moment-là, on aurait ça, ce qui est impossible parce que Z appartient à K et que Z' appartient à F et que la distance entre K et F est égale à D. Donc on a bien ça, quel que soit Z appartenant à K. Bon, si U est égal à C, bah, on prend Z égale 1, puis on a évidemment cette boule qui est inclue dans C. Bon, ça c'est évident. Ok ? Voilà, alors K est toujours donc un compact inclus dans U. Hein. Soit N appartenant à N, Gn égale Fn moins F holomorphe sur U, si Z appartient à K, Bf de ZR est inclus dans U, hein, on l'a vu, donc on peut écrire ces formules de Cauchy. Soit E, l'ensemble des Z appartenant à U tel que dz K est inférieur ou égal à R, on a démontré que c'était un compact, qu'il était non vide parce que K est inclus dans E, la suite Fn converge uniformément vers F sur ce compact E, donc puisqu'elle converge sur tout compact. Donc, quel que soit epsilon prime positif, il existe N tel que N supérieur ou égal à N implique que Gn de Z, c'est-à-dire ça, soit inférieur à epsilon prime en module, donc quel que soit Z appartenant à E. On reprend 1, c'est-à-dire ça, où Z appartient à K, N supérieur ou égal à grand N, et donc on va pouvoir dire que puisque ça c'est égal à R et que Z appartient à K, ben on en déduit, c'est la définition de E, que Z plus R exponentialité θ appartient à E, parce que si c'est égal à R, c'est inférieur ou égal à R. Donc en fait, le Gn de Z plus R exponentialité θ va être inférieur, hein, puisqu'il va être égal à ça quand je remplace Z par Z plus R exponentialité θ, il va être inférieur à epsilon prime. Voilà. Hein, puisque ça c'était pour Z appartenant à E, ben lui il appartient bien à E. Donc pour N supérieur ou égal à N, K appartenant à N, Z appartenant à K, on a module de GNK de Z qui est inférieur ou égal, je fais passer K factoriel de l'autre côté sur 2pi RK, je fais rentrer le module dans l'intégrale, le module de ça c'est 1, donc ça va être égal à ça, et ça je le majeure par epsilon prime, et donc ça me fait ça, d'accord, parce que ça, les 2pi epsilon prime, ça supprime le 2pi qu'il y a là. Voilà. Alors, pour tout epsilon positif, ben, je prends epsilon prime égale RK epsilon sur K factoriel, et comme ça va être inférieur ou égal à epsilon, quel que soit N appartenant à N, et quel que soit quel que soit N supérieur, ah oui, c'est ça, supérieur ou égal à N, et quel que soit Z appartenant à K. Ben, ça veut exactement dire, et j'aurais pu rajouter, et quel que soit K appartenant à N, hein, que la dérivée km de Fn, la suite des dérivées km de Fn converge uniformément vers la dérivée km
de f pour tout compact k de u, quel que soit k appartenant à n. Et c'est exactement ce qu'on voit. Conséquence, U est un ouvert de C, Fn, une suite de fonctions holomorphes sur U, telle que la série somme des Fn et converge uniformément vers F sur tout compact de U, alors F est holomorphe et quel que soit K, la série des sommes des dérivées partielles d'ordre K, des dérivées d'ordre K, et converge uniformément vers la dérivée d'ordre K de F sur tout compact de C. Démonstration évidente, on prend Sn égale la somme des Fj, qui converge uniformément vers F sur tout compact de C, donc est holomorphe, et sa dérivée partielle qui est égale à ça tend uniformément vers Fkm sur tout compact de U. Théorème, si A et B appartiennent à R, A inférieur à B, U est un ouvert de C, et F une application de AB croix U vers C, d'accord, qui, eh bien, on suppose que quel que soit T appartenant à AB et Z appartenant à U, F de TZ est holomorphe. Alors, l'application grand F de Z qui a Z appartenant à U donne somme de AB de F de TZ dt est holomorphe et F' de Z, donc la dérivée, puisqu'elle est holomorphe, est égale à la somme de AB de d rond F sur d rond Z en TZ dt, quel que soit Z appartenant à U. Démonstration, comme elle est continue, F existe et est continue, soit Z0 appartenant à U, il existe R tel que ça. On prend un triangle plein qui est dans la boule fermée, c'est toujours possible de se ramener au segment 0,1 pour ce chemin qui est différenciable par morceau. La somme de F le long de gamma est égale à ça, et ça, je remplace ici grand F, d'accord, et donc ça me fait ça. Alors je remarque que cette application-là est continue par morceau et j'applique le théorème de Fibini, donc je renverse les deux intégrales. Et à ce moment-là, je fais paraître cette quantité-là qui vaut 0 parce que quel que soit t, z donne f de tz est holomorphe, donc on a ça, quel que soit le chemin triangulaire. Donc grand F, donc ça c'est égal à 0, et quel que soit le chemin triangulaire, donc f est holomorphe sur B0 de Z, ça c'est mon RA. Donc f' de Z0 va être égal à ça, ça c'est la formule de Cauchy. Il nous fait 1 sur 2 pi r, somme de ça. Et je fais rentrer l'exponentielle iθ, moins iθ dedans, et là aussi je constate que cette fonction est continue, donc j'applique à nouveau Fubini, d'accord, et là je vois apparaître d rond f sur d rond z en t z0 parce que f est tout simplement holomorphe, d'accord, et donc ça c'est encore la formule de Cauchy, et donc je me retrouve avec somme de A à B de d rond f sur d rond z en t de z0 dt, quel que soit z0 appartenant à u, d'où le résultat. Conséquence, soit gamma un chemin différentiable par morceau, de AB vers un ouvert U de C, oméga un ouvert de C, F de U croix W dans C, tel que pour tout Z' appartenant à U, Z donne F, Z' Z est holomorphe. Alors, grand F, qui est la somme, l'intégrale de F le long de gamma, est holomorphe et F' de Z est égal à ça, c'est-à-dire à ça. Démonstration, considère G, donc qui a Tz associe ça, qui est continu sur chacun des intervalles qu'on a à partir de la subdivision de AB, puisqu'on a un chemin différentiel par morceau. Quel que soit T appartenant à B, ça c'est holomorphe, parce que F est dérivable, donc F est holomorphe. Et donc, d rond G sur d rond Z en Tz est égal à ça. Soit Gk, la restriction de G à ça, continue, holomorphe, et f de z qui est égal à ça va être égal à la somme des fk de z. Donc z, alors fk, bah lui fk il est holomorphe d'après ce qu'on a vu précédemment, puisque gk était continu et holomorphe, et donc ça nous fait f'k de z qui est égal à ça. Okay, f c'est la somme des fk, donc lui aussi il va être dérivable, donc holomorphe, et f' de z va être égal à la somme des f'k de z. Donc la somme de ces trucs là, ça fait somme de A à B de d rond G sur d rond Z en tz dt.
c'est-à-dire somme de A à B de ça. C'est-à-dire somme le long de gamma de d rond S sur d rond Z en UZ du. D'accord? Voilà. Et donc le résultat. Remarque, par une récurrence facile, f km de z va être égal à la somme le long gamma de la dérivée km de f de uz, dérive k fois par rapport à z, du, c'est-à-dire ça.